Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. La Finlande va mettre en place un revenu universel de 800 € par mois. Cette allocation de base remplacera les aides pour ceux qui ne travaillent pas et s'ajoutera au salaire pour ceux qui travaillent. C'est la première fois en Europe. La Suisse et les Pays-Bas l'envisagent. Alors, est-ce un bon instrument de lutte contre la pauvreté et le chômage ? Est-ce une réforme courageuse ou au contraire une mesure inégalitaire et impossible à financer ? Le prix du pétrole a atteint un plus bas depuis 2009. Le Brent de la mer du Nord est passé sous la barre des 40 $ mardi dernier. Alors quel est l'impact de ce contre-choc pétrolier ? Le consommateur est-il toujours gagnant ? Comment les pays producteurs réagissent-ils ? Enfin, au Venezuela, l'opposition au président Nicolás Maduro a emporté une victoire historique aux élections législatives. Une première depuis 16 ans sur fond de crise économique. Est-ce la fin du chavisme ? Et on en parle avec mes invités. Étienne Jernel est avec moi, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction du Point. Ça va la France, vous titrez cette semaine. Manifestement, ça ne va pas très bien. Pas terrible, non. Philippe Chalmin, bonjour, professeur Bonjour. d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, éditeur et auteur du rapport Cyclope sur les matières premières. C'est l'anthologie sur les matières premières. Et puis Stéphanie Treillet est avec nous, bonjour. Bonjour. Économiste et membre d'Attaque. Alors, un revenu universel de 800 € par mois, telle est la mesure que la Finlande est prête à expérimenter. Travailleurs et chômeurs, tout le monde en bénéficierait. Alors, ce revenu remplacerait les autres allocations qui seraient alors supprimées. 70% des Finlandais y sont favorables. Alors, comment ça marche ? Est-ce une bonne mesure pour lutter contre la pauvreté et le chômage ? Stéphanie Treillet, je voudrais commencer par vous parce que vous connaissez bien la question. Et on voit finalement que les clivages ne sont pas ceux qu'on croit. On pourrait penser que c'est une mesure de gauche. Finalement, elle est soutenue par les libéraux. Et alors, au sein d'Attaque, dont vous êtes membre, tout le monde, personne n'a la même opinion. Vous êtes très divisés. En revanche, vous y opposez. Alors pourquoi ? Alors j'y suis opposée au même titre que toutes les militantes de ce qu'on appelle la commission genre à Attaque, c'est-à-dire nous avons des commissions thématiques, la commission qui s'occupe des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Notamment parce que nous pensons que cette mesure, sous ses différentes formes, constituerait un grave danger pour l'autonomie des femmes, une forme déguisée de salaire maternel, d'encouragement. Et pourtant, ce salaire est le même pour les hommes, pour les femmes, pour les travailleurs et non-travailleurs. Mais si donc on en prend quoi y a-t-il une discrimination ? Si on prend les différentes formes d'allocation parentale d'éducation qui existent en Europe, là encore, elles sont théoriquement destinées indifféremment aux hommes et aux femmes. Mais on voit bien que c'est à 90% les femmes qui les prennent, notamment en raison des inégalités salariales, et qui retournent au foyer, qui abandonnent leur emploi quand elles en ont un, et qui ensuite ont toutes les peines du monde à retrouver leur place sur le marché du travail. C'est une mesure discriminante. Tout à fait discriminante. Et très souvent, cet aspect du problème est occulté dans les débats à ce sujet. Mais au-delà de ça, puisque vous citez l'exemple de la Finlande, je pense qu'on a une mesure, sous la forme qu'elle prend, qui est tout à fait caractéristique des politiques néolibérales et de la politique d'austérité. Donc vous la placez en politique néolibérale. Tout à fait. Des politiques d'austérité revendiquées par le gouvernement actuellement en Finlande. 800 €, je crois que ça n'atteint même pas le seuil de pauvreté en Finlande. Et ça revient donc à supprimer, vous avez parlé d'aide sociale, ça va au-delà, ça revient à supprimer toutes les prestations sociales pour justement financer cette mesure. Des études ont montré que ça risquerait même de se traduire par l'aggravation de la situation d'un certain nombre de chômeurs ou de personnes en situation de pauvreté. Donc on a une sorte de filet de sécurité qui est tout à fait dans la logique de ce que préconisait l'économiste libéral Milton Friedman, le chef de file des monétaristes, pour justement supprimer les aides sociales et aussi alléger le coût du travail pour le patronat. Philippe Chalmin, vous êtes d'accord ? C'est vrai qu'on dit que c'est Milton Friedman qui serait un peu le Absolument. père de cette mesure. On parle aussi de Thomas Paine. Alors ça, c'est 18e siècle, donc c'est un peu plus ancien. Voilà. Mais Le non, référent de Charles vous avez totalement raison. L'idée du revenu minimum de vie, etc., c'est effectivement une idée libérale. C'est l'idée de l'impôt négatif chez Milton Friedman. Et je dirais que ça a une certaine cohérence. Alors, ceci étant... Parce que ça simplifie le système. Pourquoi une certaine cohérence ? Disons que ça permet de simplifier le système et surtout, ça amène une certaine notion d'égalité. C'est-à-dire que l'idée donc là, vous dites l'inverse de ce que dit Stéphanie Treillet. L'idée de Friedman... Attendez, la dimension genre est une dimension à laquelle je n'avais pas pensé et que je peux, à la limite, tout à fait comprendre. Car effectivement, les gens susceptibles de recevoir ce revenu minimum seront plus facilement des femmes que des hommes.
et cela risque d'inciter la Pourquoi? femme Parce à qu'elles rester sont au plus foyer. pauvres? Non, parce que ça risque de la laisser, de l'inciter à rester au foyer, donc à maintenir une image de la femme soumise à l'homme gagnant sa vie à l'extérieur et la femme touchant un revenu Soustrait les femmes du minimum, marché du travail. etc. Donc, je peux comprendre votre discours, même si, à mon sens, c'est pas le discours central. Dans une certaine mesure, le seul avantage que je vois à ce revenu minimum tel que les Finlandais le mettent en place, c'est quand même de clarifier un peu les choses. De clarifier les choses, je ne connais pas le système finlandais, mais si je prends le cas français... État-providence fort, on peut dire, en Finlande. Non, mais, en France aussi, nous avons un État-providence et nous avons un maquis d'aides s'accumulant les unes sur les autres, etc., qui permettent finalement à arriver à peu près à l'équivalent, mais pour les gens qui arrivent à s'y repérer. Donc ça simplifierait. quelque part, ça permet de simplifier. Vous me direz, en France, nous avons le RSA qui est censé à peu près jouer ce rôle-là, et on voit qu'il ne le joue pas. Et c'est Donc là... il y a une réflexion autour de ce revenu universel en France également. C'est là où j'ai... à la limite, je voudrais vous citer une parabole des évangiles. Et cette parabole des évangiles, on l'utilise souvent pour justifier justement cette notion de revenu minimum. Ce sont les ouvriers de la dernière heure. Ce sont ces gens qui ne vont travailler qu'une heure à la fin de la journée et qui vont toucher la même somme que ceux qui auront à travailler toute la journée. Et le maître du domaine dit aux ouvriers de la dernière heure, de la première heure, qui râlent assez légitimement, « Mon ami, je suis juste avec toi puisque je te paie le salaire que je t'avais promis. Ne me reproche pas si je paie d'autres le même salaire. » Le problème de ce type de revenu, c'est quand même une tendance à l'irresponsabilisation. Ah, voilà. C'est pour ça que dans les ouvriers de la dernière heure, ce que j'aime bien, souvenez-vous, RMI, c'était revenu minimum d'insertion. Alors justement, est-ce que ça décourage la recherche d'un emploi? RSA, le A, c'est autonomie, si mes souvenirs sont exacts. Est-ce que c'est l'incitation à l'oisiveté? Voilà ce que disent en tout cas les conservateurs. Étienne Gernel. Ça me gêne un petit peu. Mais et de ce côté-là, je ne peux pas totalement y adhérer. Étienne Gernel, alors. Mais c'est une idée formidable. Je ne suis pas du tout certain que ce soit applicable, parce qu'il y a toujours des cas où on se dit, bah tiens, c'est injuste parce que... Vous venez d'en citer un. Il y en a sûrement 1000 autres, d'ailleurs, des questions. Mais cette idée est très intéressante. Pourquoi? Parce que justement, c'est une idée de responsabilisation. C'est une idée de dire, voilà, si vous voulez... C'est l'inverse de ce que vous dites. Moi, je pense exactement l'inverse. Bon, bah, tout le monde a le même... Tout le monde a un même revenu. Et puis après, si vous voulez gagner plus, vous voulez vivre mieux, vous voulez avoir un plus grand appartement, vous voulez avoir, je ne sais pas, une voiture, moi, j'en ai pas. Donc ça ne décourage pas la recherche du travail. Au contraire, ça veut dire qu'on a juste de quoi vivre avec ça. Et puis après, on se débrouille. Et ça, c'est pour ça que c'est une idée libérale, même libertarienne, parce qu'elle est beaucoup défendue par les libertariens aux États-Unis. C'est pas rien. D'ailleurs, en France, ça vient de Rocard. Hein. C'est quand même ça. Mais Christine Boutin, on était partisans. Mais on en trouve en Espagne. Vous voyez, et on embrasse très large, parce que Podemos en Espagne, on a aussi fait... l'a mise dans son programme, exactement. On a fait un cheval de bataille. C'est plutôt une idée intellectuelle, parce qu'évidemment, concrètement, les Finlandais, je ne sais pas comment ils vont faire, ils sont riches aussi, les Finlandais. Ils sont très riches, c'est un pays très riche. Nokia est au bord de la faillite. Non, je suis désolé, génial, hein, le PIB par habitant est nettement supérieur à celui de l'Allemagne et à celui de la France, a fortiori. Donc c'est quand même un pays riche, ils peuvent se permettre un peu plus. Et c'est une expérience absolument passionnante. Absolument passionnante. Jusqu'à présent, c'était dans l'ordre des idées. Hein, et maintenant, ça devient dans la réalité. Il faudra regarder ça de près. Je trouve ça tout à fait passionnant. Stéphanie Treillet. Donc, est-ce que ça dissuade les chômeurs? Je suis paradoxalement assez d'accord sur le fait que c'est une mesure qui va dans le sens des politiques de responsabilisation des chômeurs, ce qu'on appelle les politiques de workfare, hein, de répression des chômeurs. Donc, ça ne les dissuade pas de rechercher un emploi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'y suis opposée, parce que les chômeurs ou les inactifs forcés ne sont pas responsables de leur situation. Donc, quelque part, c'est une mesure qui nourrit le fatalisme ambiant sur l'emploi et qui revient à renoncer à poursuivre de véritables politiques de plein emploi, comme une véritable réduction du temps de travail, dont on a montré que c'est quand même elle, malgré toutes ses limites, qui a créé massivement des emplois entre 1997 et 2002, comme l'a montré le rapport Romagnan. Donc, c'est bidon ce rapport. Je ne vous ai pas interrompu. Et d'autre part, remplacer, on dit simplifier, mais remplacer ce ne sont pas des aides, des prestations sociales de l'État social, je préfère parler d'État social que d'État-providence. Ce sont les mesures de solidarité
solidarité, en fait. Oui, qui serait remplacée, le problème, c'est que la Pas celles qui sont solidarité, financées par la elle va jouer cotisation. entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas, au lieu de prendre sur les profits. Or, on sait que la part des profits dans la valeur ajoutée dans tous les pays industrialisés a augmenté de plus de 10 points depuis le début des années 80. Et Donc elle est inégalitaire pour vous. un modèle inégalitaire, lâcher la proie pour l'ombre, parce que en période d'offensive des politiques d'austérité, renoncer à des droits sociaux pour une mesure d'assistance, à un filet de sécurité, comme l'a dit Milton Friedman, c'est lâcher la proie pour l'ombre. Et enfin, loin d'être une mesure égalitaire, c'est une mesure qui nourrit le dualisme dans la société, parce qu'on aura inévitablement des personnes sortant d'une situation de précarité, etc., qui ne pourront pas faire reconnaître la valeur de leur travail dans la société, qui seront réduits à accepter cette Vous la trouvez assistance. dévalorisante, en fait, Voilà, et inégalitaire. stigmatisante. Stigmatisante. Étienne Gernel, on n'est Mais- pas du tout d'accord. Ah non, mais de toute façon, je pense que on va pas rentrer sur la réduction de travail. Je pense que c'est la pire chose qu'on puisse imaginer. Mais globalement, c'est quoi l'intérêt du revenu universel? C'est de montrer très clairement quelle est la différence entre travailler et pas travailler. Voilà, c'est ça la vraie différence. Comment? C'est-à-dire De quelle que manière? tout le monde, que l'on travaille ou pas, on a le même revenu. Ça, on a le revenu de base. Et dès qu'on Donc travaille, ça dévalorise la c'est valeur plus. travail ou pas? Contraire, ça redonne de la valeur au travail. C'est dès qu'on travaille, on gagne de l'argent, c'est en plus. Or, dans beaucoup de pays, et notamment dans les pays du nord de l'Europe, et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand on a des revenus de remplacement, des revenus de transferts sociaux qui sont à peu près équivalents, après tout, une surprogressivité de tout qui est plus cher quand on travaille et moins cher quand on ne travaille pas, qui fait qu'il peut y avoir une équivalence à certains moments entre ne travailler et ne pas travailler en termes de revenus. Mais l'avantage de ce genre de système, je ne dis pas que c'est facile à réaliser, hein. J'ai beaucoup de réserves, mais au moins on voit tout de suite, dès qu'on travaille, on gagne plus. C'est clair, et c'est assez logique, et finalement c'est assez sain. Philippe Chalmin, vous pouvez conclure. Hein. Paradoxalement, je suis presque 10 plus secondes, d'accord hein. avec notre ami d'attaque qu'avec vous. Moi, j'ai 2 bémols. C'est vrai que je trouve que c'est atrocement dévalorisant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas ça qui permettra de sortir de la grande précarité. Car malheureusement, l'argent ne résout pas tout. Et que les gens qui sont aujourd'hui en situation d'exclusion, et nous en connaissons tous en France, tous les SDF aujourd'hui en France, ils auraient le droit au RSA. Le problème, c'est qu'ils sont en deçà du RSA. Donc, Ils sont au-delà elle est intéressante, du monde. elle ne serait pas Pour reprendre suffisante. le titre du film que vous avez vu tous l'année dernière sur les SDF, et malheureusement, cette mesure pour les gens qui sont au-delà du monde, elle n'est pas suffisante. Et ça ne peut pas nous tout cas, empêcher, et je reviens on au va maître du domaine, le maître continuer. du domaine, il pratique aussi quelque chose qui s'appelle l'amour Il du faut- prochain, et l'État-providence, c'est pas uniquement avec Philippe, de l'argent que merci. vous le pratiquez. À tous les trois, en tout cas, on va continuer à en rediscuter de ce fameux revenu universel. Ça, je vous promets, restez avec nous. C'est juste après le journal qu'on reprend.